Madame Wayne. Madame Wayne, vous êtes avec nous. Vous avez toute mon attention. Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasse ennuyeuse. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Evelyne, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne. Je suis très occupé aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyne avant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions et même leurs aptitudes. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers. C'est Evelyne des... Ça pourrait bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie. N'oublie pas de me battre avec toi, je suis très douée. Evelyne, tu mens. Oh, maman se défend bien. L'univers est tellement plus vaste que tu ne le crois. Je pourrais être n'importe où. Je veux quand même être ici avec toi. Mais rien ne peut être plus important que la destinée d'absolument chaque monde qui compose notre multivers infini. Il n'y a aucune chance que ce soit moi, l'Evelyne, que vous essayez de trouver. Toutes les injustices que tu as vécues, toutes les déceptions t'ont amené jusqu'ici. À ce moment précis. Ne laisse rien te distraire, s'il te plaît. Everything, Everywhere, All at Once, un film qui a tout raflé aux Oscars, qui pourrait s'inscrire dans cette idée de nouveau récit. On est vraiment dans du blockbuster d'auteur, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Peut-être qu'après on pourra en débattre quand on se reverra, et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Alors justement, on va parler de toutes ces multiplicités possibles, et on accueille Pascal de Gaylatis, Valérie Zoido, pour aller du connu vers le non connu, et s'inspirer de la métaphore de la chenille. Je préviens tout de suite, je ne fais pas la chenille. Voilà, non, mais voilà, comme ça que les choses soient claires, j'ai déjà fait le burlesque. Merci. Tiens, je te donne un micro. Alors Pascal, est-ce que tu as besoin de boire? Pas tout de suite. Moi, je me sers un petit verre d'eau. C'est comme dans Dallas, en fait. Tu commences, tu proposes un truc à boire, en fait, c'est ça? Sous haleine. Voilà. Est-ce que tu veux un petit verre? Donc, non, Pascal de Gaylatis, alors, on attend impatiemment la chenille. Non, parce que, voilà, donc on s'est déconnecté du problème, on a compris finalement ce qui détruisait le vivant, ce qui pouvait, l'encourager. Mais alors, concrètement, comment on fait? Alors, comment on passe du connu vers l'inconnu? C'est quoi le secret de cette chenille? Alors, on va pas arriver comme ça. Hein. déjà, toute cette introduction, tout ce qui a été dit avant sur c'est quoi le vivant, l'intervention de Nathalie aussi qui nous a mis en vibration, c'est tout l'intérêt du corps, nous montre qu'effectivement, c'est quoi le vivant? C'est aussi le vibrant, pour ne pas dire que c'est le vibrant qui permet le vivant. Ce film nous montre qu'on n'est pas seulement des êtres dans une seule dimension, donc comme une sorte de bloc, voilà, de chair compacte, mais des êtres dimensionnels. Et j'ai même pas dit pluridimensionnel, parce qu'à partir du moment où on dit dimensionnel, ça veut forcément dire plusieurs dimensions. Et c'est là où déjà, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le facteur déclenchant de ce qui va amener cette histoire, en fait, ce scénario. Il y a deux choses. Encore une fois, on est dans
ça commence, c'est une vie, ou presque une fin de vie, parce qu'elle n'en peut plus, où cette femme, en fait, tient une laverie. Et déjà, je trouve que le symbole de la laverie, de laver son linge, c'est un peu comme faire la vaisselle, et c'est surtout ce tambour qui n'en finit pas de tourner. C'est un peu nous, avec quelque chose qui se duplique à l'infini, avec ce fameux modèle de la survie, où en fait, on ne fait que répéter le même geste, et il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Et là, on voit bien que dans cette histoire, pour ceux qui ont vu le film, elle n'en peut plus, elle sature. Tout le monde sature, son mari sature, il veut divorcer, rupture. Sa fille, d'avoir une mère qui n'est jamais là. Et arrive à ce moment-là, effectivement, en plus, par-dessus le marché, le fait d'avoir un inspecteur des impôts sur le dos. Voilà. Et déjà, voilà déjà la base, et qui va faire qu'à partir de là, il y a quelque chose qui va se passer, parce que c'est juste plus possible. Bon. Mais là où ça devient intéressant, et ça va être déjà une première réponse, c'est que qu'est-ce qui va faire que finalement, il va y avoir une ouverture, quelque chose qui vient de nulle part, du non-connu, justement, parce que le non-connu, c'est pas quelque chose qu'on peut anticiper, justement, ça ne peut être qu'émergent. Et déjà, si on imagine du non-connu et qu'on ressent une émotion, c'est qu'on n'est pas dans du non-connu, c'est qu'on est dans quelque chose de connu, ou de quelque chose qu'on n'a pas encore connu, mais qu'on essaye de comparer, donc on ne lâche pas. Et là, clairement, dans le film, il n'y a pas d'autre alternative que de lâcher le mental, de tout lâcher. Et ce qui devient intéressant, c'est que pour qu'elle puisse passer, on peut dire, d'un système à un autre système, elle doit absolument se délocaliser. Et se délocaliser, ça veut dire finalement faire quelque chose qu'elle ne ferait pas habituellement, surtout que c'est une femme assez structurée, si on peut dire. Elle est même déstructurée dans sa structure parce qu'elle ne voit pas que tout vole en éclats, mais elle a effectivement un programme répétitif comme ces machines à laver, comme parfois nous aussi, où en fait on se lève le lendemain comme on s'est presque couché la veille, avec un quotidien qui se répète quasiment sans trop de surprise, avec un plan de carrière. C'est comme ça qu'après on fait sa maison de retraite avec sa carrière. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment ce modèle-là. Il arrive tout d'un coup, ce personnage qui arrive comme ça, d'une dimension. Alors il faut savoir que nous aussi, on porte ces dimensions en nous, ce n'est pas que de la science-fiction, et qu'il va lui demander d'inverser ses chaussures pour qu'il puisse effectivement se passer quelque chose. Donc elle, c'est sûr que ce n'est pas le genre de femme à mettre sa jambe droite, sa chaussure droite sur sa jambe gauche et inversement. Et en fait, ce qui est là important, c'est que si on veut déjà commencer à ne pas être sur les mêmes autoroutes de l'information, il faut se surprendre soi-même. Ça veut dire par là qu'il faut produire dans notre journée des actions, des idées qu'on n'aurait pas forcément... Vous attendez à ce que je parle, je ne parlerai pas en fait. Imaginez. Et là, je fais du blanc et ça va encore retarder tout. Hein. Tu crées de l'émergence, Pascal. Et c'est ça qui va faire que, en fait, ça devient possible. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire des choses que vous ne feriez absolument pas habituellement. Ce n'est pas obligé d'être des choses compliquées. Si, par exemple, vous avez toujours le même trajet pour aller travailler, vous avez la possibilité de pouvoir, je ne sais pas, changer à un endroit où vous ne changeriez pas, même si ça n'a aucun sens, d'arriver en retard alors vous êtes toujours à l'heure. Et ce qui est important aussi, c'est la façon dont les autres vont vous percevoir dans cette espèce de décalage de l'espace. C'est vraiment une délocalisation. En fait, le quantique existe déjà avec les GPS, voyez. Et nous, on a un GPS ici qui fait qu'on a toujours le même itinéraire, j'appelle ça les habitudes de la matière. Et à partir de là, comment voulez-vous qu'au résultat, on se retrouve dans un autre réel alors qu'on produit exactement les mêmes données qui donneront les mêmes résultats. Je crois qu'il y en a un qui a dit ça avant moi, c'est Einstein, n'est-ce pas? Mais là, je vous le montre dans votre quotidien. Et ça veut dire que j'ai une fois une personne qui a fait ça, elle a décidé de partir à Hambourg, prendre un billet comme ça. Et elle s'est dit, allez, je vais à Hambourg. Et un de ses amis lui dit, mais pourquoi tu vas pas en Italie? Parce que tu veux... Ah non, parce qu'en Italie, j'irai de toute façon. Mais en Hambourg, j'ai rien à faire à Hambourg, alors je vais à Hambourg. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ce côté qui fait que vous vous déplacez. Alors, c'est pas seulement un décalage, c'est un déplacement dans l'espace de quelque chose qui vous situe, qui vous localise. Et la délocalisation, déjà, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui a quand même à faire un peu avec le modèle quantique.
Ça peut être, par exemple, de lire un magazine que vous ne liriez pas habituellement, un roman que vous n'iriez pas acheter. Mais c'est à vous, justement, là, pour le fait de mettre votre imagination au service de quelque chose qui va faire que vous allez aller vers autre chose que quelque chose que vous connaissez parfaitement de vous-même. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement et qu'elle se retrouve dans une situation où elle est acculée, comme ça, et elle ne sait pas, il faut qu'elle produise quelque chose de complètement absurde. Et à partir de là, quelque chose qu'elle ne ferait pas. Et tous les personnages dans cette histoire qui ont affaire avec ces mondes, justement, qui sont des mondes pas seulement parallèles, hein, mais d'autres mondes, qui sont reliés par des fils. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut ne pas être pris dans le piège, il suffit juste de se laisser surprendre. Et là, nous voilà partis, mais complètement ailleurs. Et c'est ce qui permet pour elle le fait de se déplacer avec ses différentes personnalités. Donc si on résume, ce matin, on se déconnecte du problème. Là, en gros, tu nous expliques dans le fond qu'il s'agit de... Se déconnecte d'un modèle. D'un modèle. Créer le problème. C'est qu'il revient à se déconnecter du problème. Et là, en fait, l'étape suivante, c'est déplacer l'information par la surprise et en se laissant surprendre. Déplacer l'espace. Parce qu'en fait, ce qui se déplace, c'est une information dans un espace. Nous sommes que de l'information. Et en fait, c'est ça en fait, j'ai envie de dire qu'une action, c'est jamais qu'un déplacement d'une information dans un espace. Et c'est pas tant de la matière qui se déplace que de la matière en mouvement. En fait, on déplace de l'espace. Et c'est là où les dimensions qu'on voit dans ce film sont intéressantes, parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas un être monolithique, on n'a pas un seul ego déjà. Hein. En ce moment, je suis avec vous, j'affiche quelque chose. Et puis tout à l'heure, je serai quelqu'un d'autre, en fait, même si c'est assez subtil. Mais c'est ça qui est intéressant. Déjà, toutes ces dimensions différentes, les différents égos, elles sont là. Et arrive une situation qui va amener devant ce que je suis. Et c'est là où, effectivement, il est question parfois d'un masque, parfois quelque chose qui est... Mais c'est toujours plus ou moins un masque, parce que c'est quelque chose qui, quelque part, va et vient. Par rapport à la question de ce matin sur la transition est-ce qu'il fallait finalement... D'abord, est-ce qu'on est accro à la transition, comme on est accro au manque ou à la matrice de la survie et donc, pour sortir finalement de cette transition perpétuelle, est-ce qu'il faut faire comme dans le film pour changer de dimension, de faire... Pardon, on va danser. C'est la surprise. C'est ça. Je m'adapte. Waouh. On se parle comme ça changera un petit. Voilà, Pascal. Okay. Donc, voilà, écoute, tu m'as demandé de te surprendre, je te surprends. Oui, voilà, donc, écoute, je te propose que tu parles à mon dos. Et donc voilà, je voulais savoir si, justement, pour créer un changement de paradigme, un changement de dimension, est-ce qu'il faut, comme dans le film, tout d'un coup, faire un truc auquel on ne s'attend absolument pas, quoi. C'est pas il faut, parce qu'on est dans l'ancien modèle, c'est une impulsion. En fait, ce qui est important, c'est pas de devoir faire, parce que sinon on est toujours dans le faire. C'est tout d'un coup, il va forcément se passer un moment où on va avoir envie d'autre chose. Allons jusqu'au bout de ça, suivons ce fil-là. Parce que la vie nous retrouvera toujours. En fait, on parlait tout à l'heure, où est-ce qu'est le modèle de la création? Je ne sais plus la question qui a été posée. Mais tout est création, on n'échappe pas à la création. Par contre, on a un menu qui est large comme ça, et finalement, on est sur un mouvement éthique uniforme, on prend toujours les mêmes données. Et là, on a cette chance déjà de savoir que c'est possible d'en avoir d'autres, déjà de l'entendre. Et on a cette chance de savoir que finalement, le menu, il est comme ça. Mais à condition, encore une fois, d'aller vers quelque chose qui nous inspire, qui est peut-être venu nous chercher à force de nous attendre. Et c'est là aussi, il faut se dire qu'on n'est pas là pour tout gérer, tout contrôler, et peut-être pour voir comment la matière pourrait, ou une expérience pourrait se présenter à nous pour nous sortir d'une impasse. Il faut quand même se dire que la physique quantique nous donne cette humilité qui fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et que si nous, en tant qu'humains, on n'arrive pas à trouver la solution, peut-être qu'elle peut émerger tout simplement parce qu'on la demande. C'est ce qui s'est passé pour cette femme qui, en tête, était en train de vivre une vie, mais juste absurde. Et finalement, la voilà, mais là, pour le coup, embarquée dans quelque chose qui paraîtrait absurde, alors qu'en fait, elle va à la rencontre de ce qu'elle n'a pas vécu. Alors, justement, pour parler donc de la chenille, qui porte la métamorphose en elle,
sans même qu'elle ne le sache finalement. Cette fameuse Evelyne, dans cet extrait qu'on vient de voir, en fait, elle porte en elle toutes les versions d'elle-même. Donc, qu'est-ce que ça dit de nous dans cette transition? Est-ce qu'on peut convoquer tous nos potentiels? Est-ce que Ils sont là déjà. et notre potentiel Alors déjà, on va repartir de la plus petite unité de conscience qu'on appelle la cellule. Et cette cellule est fantastique. D'abord, il ne faut pas la voir comme une sorte d'œuf sur le plat, mais comme une capsule en vibration dans un milieu mais complètement océanique, donc qui bouge tout le temps. Ça veut dire qu'on est en train de bouger, on n'imagine même pas comment, et parfois les gens qui font des méditations, qui se posent, qui sont en assise, ils le sentent, cette espèce de mouvement un petit peu là, un peu en 8, comme une spirale. Et il suffit de se poser, et tout d'un coup on se rend compte qu'on bouge en fait. Ça, c'est déjà un premier élément. Donc, quand on commence déjà à voir la cellule comme une unité de conscience, en sachant que la plus petite unité de conscience est connectée à l'ensemble des cellules, milliards de cellules, peut-être équivalent avec ce qu'il y a dans la Voie lactée, et bien à partir de là, on est en train de comprendre que cette vibration, elle est là, elle est en moi. Je vais vous donner une information quand même très importante, c'est que je me suis énormément intéressée à ce qu'était effectivement ce qu'on appelle la surface, en fait, justement des cellules, donc des phénomènes de surface. Et donc la cellule, elle vibre en surface à 10 puissance 11 Hertz. On n'imagine pas ce que ça fait en termes de vibration. C'est l'équivalent d'un trou noir. Ce qui veut dire par là que, en fait, si on avait une photo ou si on avait un appareil photo, une caméra suffisamment sensible pour nous photographier dans cet état, on ne verrait pas une personne, mais la vibration d'une personne. Donc, en ce moment, je suis là et mon mental me met un focal sur la réalité, l'instant présent, que j'appelle l'état limite de la matière, et où j'ai un choix d'être ici, avec des possibilités de moi qui sont quand même là, d'avoir été ailleurs, comme des possibilités de moi qui auraient pu s'exprimer d'une autre façon, avec sérieux, sans humour. Non, mais ce que je me dis, alors, mais où sont les autres Pascal? Elles font quoi là en ce moment? Elles sont dans la potentialité, en attente de pouvoir effectivement avoir la fréquence qui va correspondre avec l'environnement pour se présenter. Et c'est ce qui se passe dans le film d'ailleurs. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a quelque chose qui vient vous chercher, n'oubliez pas que là où c'est important aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé en physique quantique de l'observateur. Il est là et il va changer, ne serait-ce que par son observation, ce qu'il observe, ça on l'a beaucoup entendu, mais il serait peut-être intéressant de se poser la question dans quelle mesure ce que j'observe n'est pas en train de m'observer aussi et de me changer moi aussi. Et de la même manière que tu dis que ce que je cherche me cherche aussi. Exactement. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ce que je suis me regarde, ce que tu crois que je suis te regarde. Des fois, ça fait du bien de répondre ça aussi. Non, parce que là, on cherche, ce que je cherche me cherche aussi. On cherche donc une société compatible avec le vivant. On cherche à aimer, à être aimé. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est rien que ça est suffisant pour être attractif à ça. Et notre contrôle, notre volonté de contrôle sur la matière fait qu'on pense que nous avons la solution. Et si nous laissions la solution venir nous chercher, parce qu'elle est beaucoup plus large que nous, mais clairement le fait de poser que nous voulons un autre modèle, quelque chose justement, comme vous dites, de compatible avec le vivant. En fait, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire, tout est un peu compatible avec le vivant à partir du moment où c'est vivant en fait. Mais bon, c'est autre chose. Donc non, mais c'est très important ce que tu dis, parce que ça veut dire que quoi, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Il y a juste pas seulement à être, c'est une posture, j'ai envie de dire, pas seulement qui va de moi vers, mais qui laisse la possibilité de ce qui est en face de moi, de me trouver aussi, plutôt que de chercher quelque chose qui cherche finalement et qui n'a pas la place. Donc, encore une fois, on est sur de l'accueil aussi. Et sur déjà le fait de savoir que vous imaginez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Pourquoi on ne nous dit pas ça? Pourquoi on ne transmet pas ces informations-là sur cette vibration incroyable du corps? Il y a un mathématicien qui a commencé des travaux en modélisant à tout début la cellule. Et en fait, effectivement, il s'avère qu'au final, en poursuivant ces travaux, on se rend compte qu'il y a deux espaces dans la cellule, le cytoplasme et le noyau. Et il faut savoir que dans le noyau de nos cellules, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a que 3 dimensions. Est-ce qu'on imagine ce que ça représente?
Ça veut dire qu'on a en nous un espace qui n'est pas impacté par quoi que ce soit et qu'on a l'espace mémoire, en fait. En partie, parce que la mémoire n'est pas seulement dans le corps, elle est, je pense, au-delà aussi. Mais en tout cas, ça veut dire que à n'importe quel moment, on peut activer quelque chose, aller chercher quelque chose. Le futur n'est pas quelque chose qui existe vraiment. On a une idée du futur, mais le futur, c'est là. Et en fait, c'est là en fonction des choix que je fais qui vont amener effectivement des réponses qu'on appellera un futur. En fait, le futur, c'est peut-être l'idée que j'ai d'un but. Mais le problème est que ce but, il est déjà là. Si vous avez une idée, c'est que l'idée vous a trouvé. D'où viennent nos idées ? On a tendance à dire j'ai trouvé cette idée, mais vu le côté très, très virtuel, très subtil de l'idée, on peut se poser la question, est-ce que c'est moi qui ai des idées ou est-ce que c'est une idée qui me trouve ? Rien que ça déjà, ça nous amène déjà à une autre vision du monde et du réel surtout. Et alors justement, est-ce que c'est pas une question de se laisser traverser par ? Ça aussi c'est intéressant. J'ai envie de dire de se laisser inventer par. Plutôt que de vouloir toujours être dans un modèle où on invente, on fait de la nouveauté, etc. Je pense qu'il y a peut-être même avant de faire du nouveau, déjà de revisiter ce qu'on croit être. Sur certains mythes, par exemple. Vous voyez, le mythe d'Ulysse, par exemple, il est là et puis il tourne dans une boucle spatio-temporelle, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à sortir de cette mer Méditerranée. Et puis finalement, à un moment donné, il va s'en sortir. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une menace. Sa femme est menacée d'épouser son usurpateur. Et il s'avère que ce qui est bizarre, c'est que c'est à ce moment-là où Ulysse arrive, en fait. Et c'est là où on peut se poser la question dans ce mythe, c'est que dans quelle mesure c'est pas grâce à cet usurpateur que finalement Ulysse finit par arriver, un facteur déclenchant extérieur à sa volonté et qui fait que finalement il est là et qui se retrouve à pouvoir régler la situation. Voyez, et le problème est que c'est un peu trop facile. Et c'est bien pour ça que dans les 12 travaux d'Hercule, il y en a un qui n'a jamais été reconnu. C'est celui où il a nettoyé les écuries d'Augias, parce que clairement, il a juste pris une masse et puis il a tapé un grand coup dans le mur. Le fleuve, les deux fleuves, parce qu'il y en avait deux, sont sortis là du mur et ont tout nettoyé, il n'a rien fait. Alors comme il n'a rien fait, les dieux ont dit on ne paye pas parce que tu n'as rien fait en fait. Et en fait, si vous voulez, à nous, c'est un petit peu ça, en fait. C'est que il y a ce côté aussi de devoir payer, donc la culpabilité. On est toujours sur le modèle de la séparation. Donc forcément, avec cette histoire de manque, donc forcément, on se sent toujours séparé de notre but alors qu'on est déjà le but. Sauf qu'il est virtuel. Et comme j'ai dit ce matin, notre propos en tant qu'espèce est d'amener le virtuel dans le réel. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on dit, ça y est, c'est mon futur. Mais on a déjà l'image du futur. Comme il a été dit ce matin, en fait, effectivement, il y a une histoire avant l'histoire. Et c'est l'histoire, effectivement, où se joue, on peut dire, la possibilité d'une histoire. Et là, on est dans l'univers, effectivement, du champ unitaire, de là où il y a tous les possibles. Mais nous touchons à tous ces possibles avec une telle vibration. Après, comme tu m'as posé la question ce matin, qu'est-ce qui gouverne le vide en nous ? Ce sont nos choix. Ce sont nos choix qui font que le vide n'est plus vide. Et alors, donc, se laisser surprendre, aller vers cet inconnu, se laisser traverser par, oui, mais, oui et, si on prend la vision indienne, qu'est-ce qui se passe quand même, on a nos phobies, nos peurs qui émergent, nos obsessions, comment on danse avec ce chaos, justement ? Alors, la première, je pense, des actions et non pas des réactions, c'est de demander quel est l'intérêt de le traverser. Parce que rien n'arrive, en tout cas gratuitement. Il y a toujours un intérêt à produire quelque chose, mais on ne l'a pas forcément vu. C'est souvent que je prends comme histoire, voilà, vous avez un frère handicapé et puis vous êtes célibataire et puis finalement vous rencontrez personne et vous finissez par dire les femmes ça vaut rien, les hommes ça vaut rien, autant que je m'occupe de mon frère plus tard. Et ça c'est A plus B égale C. Et il s'avère que par la suite, vous vous êtes débrouillé effectivement pour vivre des espèces de désert, un désert affectif tout simplement, parce que plus tard vous vous occuperez de votre frère handicapé. Donc l'intérêt de dire en amont que finalement ça ne vaut pas le coup de rencontrer qui que ce soit, c'est parce que plus tard, il y a quelque chose qu'on ne pourrait absolument pas gérer. C'est la culpabilité de laisser son frère pour quelqu'un d'autre.
Donc on a à chaque expérience qu'on peut dire ratée, ce n'est pas une expérience ratée, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qui s'avère être finalement utile, nécessaire pour effectivement donner raison à quelque chose qui me mettrait encore beaucoup plus dans la séparation, dans la peur de perdre, parce que c'est ça les comportements compulsifs de l'être humain, et donc dans la culpabilité. Donc ça veut dire qu'on s'est bâti sur la séparation dès le départ, on pense qu'on est coupé de tout, qu'ensuite, effectivement, forcément, puisqu'on n'est pas sûr de garder les choses, et on est dans la peur de perdre. Et finalement, une fois qu'on a perdu les choses, on s'en veut énormément parce que ça finit toujours comme ça. Donc ça, c'est l'ancien modèle, effectivement. Maintenant, si on sort de ce modèle-là pour se dire qu'on a tout, qu'on est tout, qu'à partir du moment où quelque chose est là et qu'on a l'idée et que c'est surtout une impulsion, pour en revenir sur l'intelligence émotionnelle avec Nathalie, ça part du ventre en fait. J'en ai entendu parler aussi ce matin, en fait, l'intuition n'est pas là, elle est plutôt là et ça s'appelle un peu l'instinct finalement. Et là, il y a quelque chose qui monte et là, il faut le suivre par contre. Là, il faut le suivre, il ne faut pas se dire demain, il faut se dire tout de suite, parce que j'ai une image qui est là et je ne donne absolument plus... tout au moins, si je ne donne pas toute mon énergie dessus, parce qu'effectivement, j'étais peut-être dans un élan d'autre chose, je sais que je ne vais pas la laisser en disant on verra plus tard, parce que là, pour le coup, c'est mort. Donc, sortir de ces croyances limitantes pour éviter finalement de créer des situations qui donnent raison à notre ego. À un ego en surface, mais une croyance limitante sera toujours une croyance qui nous mettra à un moment donné de la souffrance. Et c'est là où on reconnaît toutes les croyances. Mais donc, il y a des croyances qui propulsent et d'autres qui nous limitent. Et quand elles nous limitent, elles nous font mal. Vous voyez, même la croyance de croire qu'un jour on aura plus d'eau, plus d'air, ça fait mal. Tout fait mal en croyance limitant. Alors, puisqu'on est vraiment en train de chercher de la matière pour s'inspirer au niveau des récits, au niveau de la psychologie des personnages, des enjeux narratifs, même des éléments de décor, concrètement, ça ressemble à quoi un récit où il n'y a plus de maîtrise de la souffrance, il n'y a plus de compensation, il n'y a plus de rupture, il n'y a plus de saturation, en fait, il n'y a plus d'histoire, quoi. L'exploration. Voilà. L'exploration. Ouais. Comment je peux être capable, effectivement, déjà de voir que... Alors, il y a deux modèles. Celui qui recherche et celui qui, parce qu'il recherche, vérifie. Donc on vérifie juste qu'on est plus fort à l'instant T, et puis on va pouvoir, puisqu'on est sur un film d'action, il y a un méchant en face, donc on va vérifier jusqu'où on est capable de pouvoir venir à bout de cet adversaire. Et puis il y aura un numéro 2, parce que l'autre il va ressurgir de ses cendres, et moi je serai un peu plus forte encore, parce que j'aurai pris l'expérience. Donc je vérifierai encore que je suis plus fort. Bon. Puis il y a le modèle qui, d'ailleurs c'est le modèle de la recherche en sciences aussi, ça. Hein, bon. Et après il y a le modèle qui ne cherche plus à rechercher, parce que rechercher déjà en plus c'est un peu bébête, parce que c'est recommencer à aller vers quelque chose qu'on a déjà trouvé. Mais c'est celui de l'exploration, de la curiosité. Aussi de pas forcément avoir seulement un personnage, mais un ensemble de personnages, parce que c'est eux qui vont amener, un peu comme les oiseaux migrateurs de ce matin, des moments où, ce qui est intéressant dans Sense8, c'est qu'ils sont 8. Sense8, donc l'extrait de ce matin. Oui, ils sont 8. Et donc il n'y en a pas un dont on puisse dire qu'il est moins intéressant qu'un autre, et c'est parce qu'ils sont ensemble à des moments opportuns, et celui qui est devant, et celui qui finalement, c'est même pas doit être devant, qui ne pouvait pas être autrement que devant, il y a une sorte d'appel. Et à partir de là, effectivement, il y a un assemblage des choses. Donc il y a déjà ce côté collectif aussi qui est important. Et on ne met pas tout sur un héros, mais sur autre chose. Ou alors, s'il y a un seul héros, il faut qu'il donne un message d'ouverture, de possibilité de quelque chose qui ne va pas prendre les choses de la même façon. Et qui n'a pas créé, on peut dire, justement le chaos pour montrer qu'il est le plus fort et qu'il a la clé. Donc c'est ça qui est important aussi. Ce qui est assez étonnant quand on fait un stage avec toi, en fait, c'est que c'est vrai que c'est une invitation donc à sortir de cette habitude de la lutte, du combat, de la matière qui est très inhérente finalement au voyage du héros de Joseph Campbell, avec justement cette quête initiatique, les obstacles, bref, les mentors qui viennent, et puis à nouveau le down, et puis on remonte, etc. Et dans tes stages, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, il faut s'habituer à jouer, à lancer un dé, ou avec 6 faces qui comportent toutes le numéro 6. Et on se dit, ah ouais, mais alors, est-ce qu'on va pas un peu se faire chier ? Non, parce que explorer, en fait, si vous voulez, moi je trouve que ce qui est très chiant, c'est la quête du Graal. Parce qu'une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait ? Alors que partir du Graal pour en faire quelque chose,
Waouh! Parce que je pense qu'on a tellement à faire. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser des choses justement qui sont en relation avec ce que je dis en quantique, comme l'énergie, comme une posture devant l'énergie, avec un état d'esprit particulier qui fasse que. Et si on était capable de pouvoir changer justement, juste nous en tant qu'être, finalement la nature de l'eau polluée. Si on était capable, allons plus loin, de déplacer l'information plutôt que de venir à bout de l'information, justement, mais ça c'est possible, il faut déjà aller explorer ce modèle-là de l'intérieur. Avec Matrix, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que dans Matrix, il n'est pas là pour sauver le monde, c'est ce que disait même Keanu Reeves, il disait, moi j'ai fait un film où ma mission est de sauver le réel. Et il y a un ado de 15 ans qui a dit, mais moi je m'en fous du réel, en fait. Et c'est là où, en fait, non, on ne peut pas s'en foutre du réel, parce qu'il faut maintenir le réel pour ne pas sombrer dans le virtuel, parce que justement, en ce moment, ce qui est la source de notre pollution, de tous les problèmes écologiques, c'est la frustration. Et soit on s'en sort, effectivement, dans la virtualité, parce que là, au moins, on n'aura pas de... on devient puissant, soit on s'en sort, effectivement, avec cette frustration, en étant... donc c'est soit effectivement je m'échappe, soit je vais surconsommer parce qu'il faut que je compense quelque chose que je n'arrive pas à avoir et qui me frustre énormément. Ça part toujours après d'un sentiment d'impuissance. Donc c'est soit je m'échappe effectivement et là je suis plus sur terre, soit au contraire je vais m'emplir et donc surconsommer et comme faire chauffer la carte bleue parce que le boulot que je fais ne me plaît pas. Alors il faut bien que parce que tout se fait par des compensations en fait. Alors le changement d'état donc du connu vers le non connu, c'est finalement changer son mindset, et sa relation au temps, sur le fait que tout est là. Nous avons tout en fait. On a alors tout, mais endormi. C'est la Belle au bois dormant en fait. C'est la chenille qui ne sait pas qu'elle se métamorphose. Ça va être ça. Et donc il faut l'activer. On n'apprend rien, on active tout ou pas, en fonction de l'environnement qui se présente et en fonction des choix qu'on va faire aussi. Et c'est là où on a un levier très important. C'est de faire ce choix aussi, de voir comment on traduit le réel et quel choix on va mettre sur cette traduction du réel. Alors, on a tout en nous, notre ADN parle toutes les langues. Et sans nos gènes, on pourrait rien faire. Si nos gènes ne fonctionnaient pas en ce moment, on serait en train de tomber comme des mouches. Qu'est-ce qui fait que j'écris? Ce sont mes gènes, que je joue du piano, que je parle, que je respire. C'est les gènes. Donc on voit bien que tout part du corps. Et en fait, on a fait du corps un espace de vulnérabilité. Alors que j'ai juste envie de dire, confie ta vie à ton corps plutôt que d'avoir peur pour lui. Et il faut sortir de la peur. En fait, c'est la peur, et c'est cette peur du corps. On a mis un mental dans ce corps d'une peur même de la mort. Et la mort est un vrai sujet. Je pense qu'il faut revisiter notre conception de la mort. Ça, c'est ça, aujourd'hui aussi. C'est de chercher d'autres façons aussi d'être en relation. Dans nos sensations, émotions, on est toujours sur les mêmes émotions. Et quand je vous ai posé la question ce matin, mais pouvez-vous imaginer un monde sans solution? Ça voudrait dire un monde sans problème. Est-ce qu'on est capable de l'imaginer? Et quelle serait à ce moment-là notre carte émotionnelle? Elle changerait, mais totalement. Alors imaginons un début de fiction comme celui que tu viens de dire là. C'est-à-dire que c'est le début d'une histoire, on est dans un monde, à partir de l'espace de la plénitude, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Quand on joue au dé, on tombe toujours sur le chiffre 6. J'ai pas dit ça. Comment ça Je n'ai pas dit qu'on tombait toujours sur le chiffre 6, parce que jouer au dé déjà, c'est pas quantique, c'est vraiment un coup de bol, un coup de chance. Le quantique n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'aléatoire, mais d'une probabilité possible. Donc aléatoire. Ça veut dire que je vais, moi, choisir quelque chose parmi d'autres choses. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a déjà quelque chose, on est la résultante de nos pensées passées non adaptées au présent. Donc souvent, quand je rencontre une réalité, j'ai déjà bien préfabriqué. Mais j'ai à n'importe quel moment, puisque l'instant présent est l'état limite de la matière, la possibilité de la déplacer et de switcher. C'est pas pareil. Donc en fait, c'est le dé qui bascule de lui-même en fait, et se met en face quelque chose qui n'a plus rien à voir. Parce que si on est vraiment dans la 3D, on n'est pas justement une sorte de, on n'est pas un carré, on est un cube. Et il y a des phases qui se présentent en fonction de certaines situations. Et j'ai au moins 6 possibilités de moi-même en fait. Alors, je pense que là, on va vraiment faire tourner le micro, parce que je pense que vous avez vraiment des questions à poser. Alors, j'ai même pas parlé de la chenille, mais quand même, une chose importante. Tu vas faire la chenille? On m'a demandé, je vais la faire, oui. Je vais vous faire la chenille. Mais en même temps, ce qui est important aussi, c'est que vous me parliez, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est du temps.
En fait, tant qu'on sera à calculer les choses en fonction du temps et pas en termes de niveau d'énergie. Là, d'ailleurs, c'est ce que j'ai échangé avec Pascal tout à l'heure, il me disait on n'a plus le temps. Je disais non, si tu prends quelqu'un qui doit désamorcer une bombe et tu lui dis t'as plus le temps, mais c'est sûr qu'elle va exploser la bombe. Il est là, il arrête tout. Et même s'il reste 10 secondes, il est là et le temps n'est plus là. Il n'y a plus qu'un acte, une concentration, un état limite en fait. Et il est là et il est tout, il n'y a rien d'autre. Et en fait, c'est ça. On a eu, en fait, à un moment donné, on s'est retrouvé plus ou moins enfermé, on va dire. Et c'est là où on est sorti du temps pour être sur des niveaux d'énergie. Il faut reprendre le modèle de l'éducation, enfin de l'éveil des enfants qui font que ce sont les instits qui courent derrière. Et un enfant, il s'arrête de faire quelque chose à partir du moment où il n'en a plus envie. Eh bien, il faut enlever nos montres. Et à partir du moment, et vous allez voir, peut-être au début c'est dur, mais vous allez travailler sur des niveaux d'énergie. Ça veut dire que vous ne verrez pas si c'est 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Et quand vous sentez tout d'un coup, parce que votre corps sait faire ça, que tout d'un coup il n'en peut plus, ou que ça commence à faire, eh bien là, vous basculez d'un état à un autre, on va dire d'une action, un autre type d'action. Et ça, c'est un apprentissage. Mais en tout cas, il ne faut plus déployer sa journée à partir d'une horloge, mais à partir de niveaux d'énergie. C'est totalement différent. C'est-à-dire la charge que je vais mettre avec sans doute des émotions, et c'est là où je trouve d'ailleurs mon énergie, qui va faire que je ne vais pas devoir puiser en moi, et donc épuiser après d'autres sources. Donc, changer notre relation à l'espace avec ce temps, pour aller vers un espace qui est justement plus sur le modèle quantique où ce sont des niveaux d'énergie. Et justement, l'intuition se situerait en dehors de cet espace-temps. Bravo. Et la fameuse intuition qui donc est associée à l'intelligence du cœur se situerait en dehors de l'espace-temps ou pas? Alors, tu peux répéter ta question? Et pour finir, et après vraiment on fait tourner l'intuition dont on parlait ce matin, qui est donc associée à l'intelligence du cœur, se situerait en dehors de l'espace-temps et donc nous permettrait peut-être de convoquer d'autres réalités. Mais nous sommes toujours totalement en dehors de l'espace-temps. Est-ce que les pensées sont dans le temps? Est-ce que la mémoire est dans le temps? La mémoire est la somme, n'est pas du passé, la mémoire est la somme de tout, justement, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Ça s'appelle la potentialité. Et pour en revenir à la chenille et au papillon, parce qu'il y a quand même le papillon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la chenille devient un papillon, elle a en elle des cellules qui vont s'éveiller. Des cellules qu'on appelle d'ailleurs des cellules imaginales. C'est quand même sympathique. Et tant que le moment n'est pas arrivé, tant qu'il n'y a pas un système hormonal qui va se déclencher en disant maintenant le cycle est terminé, en gros, elle va passer de l'état de chenille à papillon, d'un état plus ou moins larvaire à un état autre que celui du papillon, et bien ces cellules s'activent à ce moment-là, d'elles-mêmes. Et c'est là où la chenille se laisse inventer quelque part par le papillon. Et ce n'est pas de tout raser, parce que sinon il n'y aurait pas de papillon. En fait, il faut pas tuer la chenille parce qu'on n'aura jamais un papillon. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut plutôt, j'ai envie de dire, s'associer et se reconnaître en tant que cellule imaginale, puisqu'on est sur l'imaginaire, n'est-ce pas? Et à partir de là, se reconnaître entre nous et de savoir qu'au fur et à mesure, l'ancien monde est en train de lui-même de s'effacer et non pas de s'effondrer. Pour arriver, comme moi j'avais 5 ans, vous me voyez aujourd'hui, j'ai pas l'air, mais je les ai encore quelque part, mais clairement, heureusement que non, sinon vous vous diriez, qu'est-ce que c'est cette gamine qui est en train de prendre les micros? Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que nous allons gommer, en fait le propos c'est gomme tout ce que tu as été, donc un effacement et pas une destruction, pour être dans la pleine puissance de ce que tu vas être. Et c'est ça la chenille et le papillon. Et on a dans la nature ce modèle, c'est extraordinaire. Gomme tout ce que tu as été pour être dans la pleine puissance de ce que tu vas être. Ça, c'est de la punchline. Hein. Ça, on a du tweet là. Donc, du coup, on va commencer les questions avec Bertrand Séné. C'était pas du tout prévu, hein, c'est juste qu'on se connaît. Mais oui. Tu connais par cœur le nom de tous les gens dans la salle, c'est ça, Valérie? Oui, j'ai appris par cœur hier le listing. Ça, c'est du professionnalisme. Elle est sur le champ, c'est quand. Ah, c'est impressionnant. Donc Bertrand Séné, effectivement. Donc je suis entre autres économiste, écologiste et violoncelliste. Et j'ai écrit un roman d'anticipation économique, écologique, qui s'appelle Ecosophia. Et tout ce que vous avez dit me parle énormément, puisque
là, en ce moment, je travaille sur 2 choses, par exemple. Imaginez un système économique dans lequel on peut financer tout ce qu'on a besoin de financer, tout ce qui est nécessaire. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et, dans le domaine de la démocratie, imaginez une démocratie qui fonctionne vraiment en intelligence collective et donc sans parti politique. Eh bien, dans les 2 domaines, très souvent, on me dit « Ouais, mais ça va être compliqué, ça va prendre du temps. » Alors, on me donne même des délais. On me dit « Ouais, ça, alors pour la démocratie sans parti politique, il faut compter 30, 40 ans, un truc comme ça. » Et il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment parlé, et merci dans ce que vous venez de dire, et vous avez applaudi là-dessus, c'est qu'en fait, c'est une question d'énergie, effectivement. C'est-à-dire que si vous avez des gens déterminés, clairs, et qui ont vraiment une vision très claire et qui arrivent à la partager et que cette vision est reçue et partagée, ça peut aller très très vite. C'est pas du tout une question de temps en fait. C'est vraiment une question de... C'est l'énergie, d'ailleurs la matière, ce n'est jamais que de l'énergie qui ralentit en fait. Et quand on a une image, une idée, une envie, et qu'on a déjà l'image, eh bien il faut se dire que cette image elle-même porte l'énergie qui lui est nécessaire pour arriver au but, d'autant qu'on est ce but-là. Donc il faut inverser, en fait, on est le but de l'univers. On est le but de l'univers. D'ailleurs, on n'a pas projeté ton image de la galaxie en mouvement. C'est dommage. Justement, pour montrer justement la propulsion et en quoi on peut être potentiellement le but de l'univers. Les atomes et les molécules cherchent à travers nous une forme, en fait. On est donc leur but. C'est la complexité de la forme qui fait qu'on est là. Et cette recherche de ce qu'il y a en amont, ce sont bien des atomes, des molécules, des particules élémentaires qui ont depuis le début cherché à prendre forme. Oui, alors ça, là, j'aurais jamais eu le temps d'en parler, mais en tout cas, on nous a beaucoup dit que la Terre tournait autour du Soleil. C'est pas tout à fait vrai. Alors, j'ai pas dit qu'elle était plate non plus, hein, quoique ça dépend des moments. Mais en fait, tout est emporté. Et en ce moment, on va à cette vitesse, en fait, mais on ne s'en rend pas compte, grâce à des lois physiques, on peut dire, quelque part. Mais c'est surtout qu'en fait, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais finalement a une trajectoire en ligne courbe. Une trajectoire droite en ligne courbe. Donc en fait, on est sur un vaisseau. Et clairement, c'est bien pour ça que le ciel change tout le temps, parce qu'effectivement, on progresse, on avance, on va quelque part, on pourrait dire. Et le Soleil lui-même, il est là, il bouge, et il est attiré par quelque chose d'encore plus massif que lui. Et ça, c'est grâce à Einstein qu'on comprend tout ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, effectivement, ici, on sait très bien maintenant que la gravité, c'est une déformation du continuum espace-temps, ça crée comme une sorte de toboggan, et donc on glisse. Voilà, donc la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Vous voyez, ça c'est encore une habitude dans la matière. Elle est essentiellement en train, effectivement, d'entamer une trajectoire qui l'emmène à vous décrire la suite. Bon. Oui, oui, monsieur. J'ai une question. Oui, elle tourne autour du Soleil. Et le Soleil, du point de vue du Soleil, c'est un référent aussi. Et si on était sur le Soleil, on verrait que la Terre tourne autour, que le Soleil tourne autour, parce que c'est aussi le point de référence qui compte. Après, il faut élargir le champ des possibles, il faut élargir l'espace pour voir que ceci est un mouvement hélicocentrique qui fait que tout attire tout et qu'en même temps il y a une sorte de déplacement, c'est même pas une sorte, ça se déplace et c'est pas seulement la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est la Terre qui tourne sur son axe, qui tourne autour du Soleil et qui emporte tout le reste, toute la galaxie en fait. Non. C'est pas la loi d'attraction, ça, c'est la conséquence de ces masses qui jouent les unes vis-à-vis des autres avec des objets plus ou moins massifs, mais même si un objet est moins massif, il attire quand même, et c'est celui qui est le plus massif qui attirera le plus, en fonction d'ailleurs d'une distance, et en fonction... regardez cela... Le cadre de sécurité, c'est on ne se coupe pas la parole. Pardon ? Vous voulez le micro peut-être, monsieur? C'est de l'information. Oui, la génétique. Mais dans un cadre bienveillant et sans couper la parole. Voilà. Parce que je vous sens énervé. Ouais, en fait. pas de jugement. Donc, et on respecte la parole. Ah bah c'est le principe. C'est pour ça qu'on l'a invité. C'est le principe.
Non, c'est le principe. Et On a vous- voilà, si vous voulez. je m'excuse, parfois on a un modèle énergétique, tout est énergétique. C'est un modèle qui remonte au 19e siècle. Ah ben justement, c'est ça le problème, monsieur. Et puis- Il faut actualiser un Et petit après, peu. vous dites, on parle de génétique, et la génétique, c'est de l'information. Oui, monsieur aussi. Donc, soit le modèle C'est un est code. énergétique, soit il est informatique. Il est en termes d'information. On peut vous jongler de l'un à l'autre. Bien sûr, c'est ma spécialité, monsieur. Oui, mais Je les passerelles entre justement les données. Et sachez que l'ADN, c'est un code, et c'est aussi Et oui, je sais. le long de cette molécule des biophotons qui circulent et qui permettent à l'information justement d'aller capter d'autres informations en dehors du champ. Voilà. Donc ça, c'est les dernières actualités sur justement la génétique, qui fasse que la cellule d'ailleurs a 3 champs, et il y en a un des champs effectivement qui est en dehors de la cellule et qui se connecte à l'ADN, qui est un champ intermédiaire, qui est à la fois dans quelque chose effectivement de matériel et d'immatériel grâce aux biophotons. Alors, il y a plein d'autres questions. Merci beaucoup pour votre... et c'est ça la Si vous voulez, mon défaut, c'est d'avoir fait peut-être des passerelles, enfin d'être sur plusieurs choses en même temps et d'en avoir fait une. Donc par le fait, je ne déplie pas tout, mais clairement ceci est la conclusion d'un modèle à la fois physique, biologique et je dirais même psychologique, parce que ce qui devient important, c'est qu'est-ce qui fait que l'ADN va être en communication avec un champ. C'est le psychisme. Ça fait 3 matières en une. Ça s'appelle la psychobiologie quantique. Oui, ok. Moi j'ai une question à vous poser. Excusez-moi, j'ai pas toujours très bien compris ce que vous disiez, mais je voudrais revenir au récit. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est avoir votre. On n'a pas fini là-bas en plus, je crois, oui. Votre avis, vos idées sur la forme même d'une histoire conçue selon un modèle quantique. Voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Alors, il faut penser beaucoup à l'émergence, il faut en mettre un petit peu plus dans les films. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de montrer tout un environnement, et dans cet environnement n'est pas encore arrivé ce qui va peut-être déplacer tout l'ensemble. Donc ça peut être carrément même un personnage qui aura juste quelque chose de ponctuel, mais qui va être facteur déclenchant de tout un ensemble de choses qui vont effectivement déstabiliser, déplacer, amener vers autre chose. Alors il y a déjà des modèles qui existent comme ça, mais c'est peut-être pas assez remarqué et remarquable. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, c'est de ne pas être seulement sur, on peut dire, il faut apprendre à être beaucoup plus dans des choses où il va y avoir plusieurs personnages très intéressants plutôt qu'un seul. J'ai presque envie de dire qu'il faut arrêter un peu avec le héros, en fait. Et voilà, alors c'est des propositions, bien sûr. Et après, c'est ce côté de pouvoir ne pas seulement être en train d'être en lutte de quelque chose, mais plutôt dans l'exploration de quelque chose qui peut amener déjà une sorte de choses qui peut être très déstabilisante. Et on sait bien que ce qu'on aime, c'est quand même être déstabilisé, parce que c'est là où il y a un peu de piment, en fait. Je pense que le modèle de ce film-là qu'on a vu ici est un modèle déjà qui amène les prémices de ce que ça pourra être, parce que là-dedans, je peux vous dire qu'on en a quelques-unes, on en a quelques-uns des éléments de ce qu'est le modèle quantique. Et je dis bien modèle quantique, et je ne dis pas physique quantique, parce que la physique quantique a un formalisme derrière qui est très, très comme ça, mais clairement, il est temps qu'on s'approprie, nous, ce modèle-là. Et donc, je pense que ce film, justement, a ce côté très intéressant de ses dimensions et surtout de ce qui est dit à un moment donné. J'adore, parce que cette femme, on lui dit à un moment donné, je crois que, en fait, elle est l'élue, parce qu'elle a raté sa vie, en fait, elle n'a rien réussi, que c'est vraiment un loser, en fait. Et elle n'a plus rien à perdre, quoi. C'est la seule parmi toutes ces dimensions possibles qui finalement aboutit à rien. Et comme elle aboutit à rien, bah, tout est possible. Ça aussi, c'est intéressant. Et alors, il y avait d'autres questions par là. Oui. Il y en a plein d'autres là. Ouais. Alors, si je peux me permettre, oui, pardon. Si je peux me permettre, donc c'est très intéressant effectivement les sujets que vous abordez, et je pense que pour bien comprendre ce que vous racontez, c'est très très intéressant, important. Il y a la notion de mouvement. Oui. Et pour comprendre, il faut être en mouvement. D'ailleurs, vous avez parlé d'Einstein, qui est la référence dans tout ce qui est la matière d'énergie. On l'a tous appris quand on était petit, E égale mc². Donc l'énergie, c'est la masse fois la vitesse.
Donc, pour avoir une compréhension de ce que vous racontez de la physique, des mathématiques et de la vie, je pense qu'il ne faut pas rester figé, il faut avoir un état d'esprit ouvert, agile et être tout le temps en mouvement. Et la vie, c'est le mouvement. Donc, quand on est figé, on meurt. Et l'esprit, et effectivement, il y a un autre scientifique aussi qui a parlé de la matière et qui a parlé de tout ce dont vous parlez, c'est Lavoisier qui dit « rien ne se perd ». Rien ne se crée, tout se transforme. Donc on est en perpétuelle transformation, le monde est en transformation, l'être humain aussi, mais pour ça il faut rester en mouvement et rester ouvert et être agile. Tout à fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, oui, mais c'est assez intéressant. Donc c'est du terre à terre, c'est scientifique, mais en même temps, mais c'est des choses qu'on peut vivre. Non, c'est bien, E égale MC2, c'est aussi le boulot des émotions, en fait. Bien sûr, on l'a appris tout petit, hein, E égale MC carré. Donc, on fait tous les jours E égale MC2, c'est-à-dire quand on libère une émotion, on libère l'énergie qu'à l'intérieur de la matière. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de notre matière? Ce sont des émotions. Tout à fait. Parce qu'en fait, E égale MC2, ça veut dire aussi que l'énergie, finalement, c'est une matière, ça s'est libéré de la matière. Et quant à la matière, il n'y a qu'une seule envie qu'elle ait, c'est de se libérer aussi. Tout à fait. Donc on est toujours dans une quête de ça. Oui. Et en même temps, je suis juste un petit bémol, c'est qu'il faut parler de mutation et plus trop de transformation, parce que justement, il faut accélérer un petit peu, pas pour aller plus vite, mais parce que clairement, c'est la conscience en nous et la conscience collective. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette envie justement d'accélérer les process, mais de la conscience, pas de l'intelligence. Tout à fait. Merci. Il y a une question là, par un peu de madame. Très bien. Bonjour, j'ai été très intéressée par votre interprétation du film Everything Everywhere All at Once. Voilà. Mais alors moi, j'avais pas du tout interprété le film comme ça. Est-ce qu'il y a personne? C'est moi. Juste là. Je suis là. Parce que au contraire, moi, j'avais l'impression que le message du film c'était totalement le contraire. C'est-à-dire que c'était un peu une manière de dénoncer le multivers, la possibilité d'être différent dans plein d'univers, avec des possibilités d'être une princesse, un héros, un super-héros avec des super-pouvoirs, etc. Et que justement, le problématique du personnage principal, c'est son conflit avec sa fille, qu'elle va résoudre en lui parlant de face à face, en lui disant qu'elle l'aime dans le monde réel. Donc moi, le message du film, c'est au contraire qu'on ne va pas pouvoir trouver des solutions dans le multivers, dans des planètes B, dans des solutions technologiques. Il va falloir régler les problèmes dans notre monde et en frontal et avec les gens avec qui on est. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Qu'est-ce que vous pensez de cette approche ? Le métavers ou le multivers? Les deux. Le métavers, l'essentiel, c'est de ne pas imaginer qu'on va pouvoir trouver des solutions dans des mondes différents du nôtre. Alors, j'adhère tout à fait à ce que vous dites. C'est là où ce qui est intéressant, c'est pas un point de vue. On n'est pas sur un mouvement rectiligne uniforme. Ça serait de vous dire, ah ben non. Non, au contraire, j'adhère totalement à ce que vous dites. Et c'est clair que c'est aussi une direction du film. Ce qui est très intéressant aussi là-dedans, aussi, vous avez parlé de régler ses problèmes avec sa fille. Moi, j'ai aussi envie d'ajouter et avec sa vie, donc avec sa fille. Donc, elle règle d'abord les problèmes avec sa vie et elle peut les régler après avec sa fille. Parce que l'inverse, c'est pas tellement possible. Et au final, on se rend compte que ce qui compte, c'est justement, c'est bien pour ça que ça s'appelle All at Once. Everything Everywhere All at Once. C'est ça. Et c'est là où il y a une unification, en fait, ce qui fait qu'elle devient une sorte d'attracteur de tout ce qu'elle a vécu. Parce qu'il y a cette espèce d'espace de réparation, d'unification. En fait, comme je dis aussi, c'est plutôt que de chercher l'équation du tout unifié, tentons plutôt d'unifier en nous. Et c'est ce qu'elle a fait aussi. Mais je pense que ça nous ouvre aussi à des perspectives qu'il n'y a pas qu'une seule dimension. Et ça aussi, c'est important. Voilà, alors moi, c'est mon point de vue, on peut dire, de physicienne. Mais là, vous avez raison, parce qu'en fait, le message derrière tout ça, finalement, quand on réfléchit bien, c'est que ce qui est à côté de nous, dans notre environnement, c'est ça. C'est là et ça nous attend et on l'a pas vu. Et son mari, au final, elle se rend compte que c'est quelqu'un qui était... Elle aurait pas changé une seule chose, une seule virgule de son histoire. Et ça aussi, donc c'est l'amour, en fait. Et c'est ça. Et en fait, c'est cette aimantation. Et en fait, on est des aimants et on cherche toujours ce côté un petit peu, on est un pôle moins et on cherche un pôle plus. Et hop, ça aussi, c'est le message du film. C'est ce côté de la réparation par l'amour. Et ça, on s'en fout de la physique, de la biologie, de tout ça. S'il reste que ce message-là. L'alchimie, c'est l'amour.
Et alors, pour terminer, juste pour te traduire de ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu voulais dire par rapport au mouvement du Soleil, de la Terre, Héliocentrique. en fait, On voit très nous bien inviter ici. à changer notre perception, comme c'était la promesse de ce matin, pour dire que, en fait, bien sûr qu'elle tourne autour du Soleil, mais en Oui, fait, j'ai elle pas ne dit- fait pas que tourner autour du Soleil. Elle est prise dans un mouvement. Dans une ligne comme Voilà. et elle est attirée par le Soleil qui lui-même est attiré par un autre Soleil sans doute beaucoup plus massif. Voilà. Et tout est attiré par tout. C'est de l'amour. C'est de l'amour, pour terminer. Voilà, c'était pour rassurer le monsieur. Non, mais de toute Voilà. façon, on a la chance d'avoir dans le comité scientifique du Festival Atmosphère, on a Hélène Courtois, qui est une immense astronome, qui a découvert en 2014 un super amas de galaxies qui s'appelle l'Aniakea. Et en fait, nous sommes dans une galaxie qui est dans plein d'autres galaxies, des milliards d'autres galaxies, qui sont attirées vers le grand attracteur à 2 millions de km/h. Actuellement, nous nous déplaçons à 2 millions de C'est ça. km/h. Donc voilà, on est en... On y est. Et je suis même pas décoiffé. Vous voyez Et un petit vous- peu le truc. et vous Quand savez même, ça combien- fait la ça fait performance, vite. quoi. Et vous savez combien il y a de galaxies dans notre univers, hein. Je dis notre univers parce qu'il y en a forcément d'autres. Combien y a-t-il de galaxies? Il y en a tellement que, en fait, on prend la salle Pléiel et on verse des petits pois dedans et on remplit la salle Pléiel avec des petits pois. Voilà le nombre de galaxies. Donc, si vous voulez, waouh. À ce jour, comme dit Jérôme Marzac. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci.